Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour cette première vidéo dédiée à Kubernetes. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendent suite notamment déjà aux vidéos Docker qui avaient marché plutôt pas mal. Donc là, il est temps de s'intéresser à un outil, on va dire, de prod et qui va sublimer un petit peu Docker et qui s'appelle Kubernetes, ou K8S pour les intimes. Donc d'où vient Kubernetes? Alors les origines du mot déjà, tout simplement, en grec ça veut dire timonier ou pilote. Donc le but c'est de piloter en fait Docker. On va voir un peu plus dans le détail au fur et à mesure des vidéos à quel point cet outil est très très puissant. Les origines de Kubernetes, c'est en gros en 2015 il y a eu la V1.0. Il faut savoir qu'en fait Google en interne utilise un orchestrateur de conteneurs depuis des années, voire une dizaine d'années, qui s'appelle Borg. Et Google a fait une sorte d'extract de Borg, puisque Borg est quand même très spécialisé pour l'architecture Google, quoi. Et donc ils ont fait, si j'ai bien compris, une extract de Borg pour fournir une version, on va dire, utilisable par la communauté et qui a été reversée à ce qu'on appelle la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Donc si vous regardez sur internet, derrière il y a tous les grands noms du web qui sont dedans. Donc ça va des grands noms de l'hébergement comme Amazon, Google, etc. ou des grands noms tels que Oracle, Docker, Reddit, eBay, etc. Vous voyez, je vous ai mis quelques noms. Donc ça rigole pas de trop. Donc on voit tout de suite que l'intérêt pour Docker, parce que derrière Kubernetes, globalement, on utilise du Docker, donc l'intérêt pour Docker est très très fort, et Kubernetes également. Alors, Google en 2014, qu'est-ce que c'était en termes de volume de conteneurs? C'est 2 milliards de conteneurs lancés par semaine. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste énorme. Alors lancer, ça ne veut pas dire on ajoute 2 milliards de conteneurs chaque semaine, parce qu'on le verra avec Kubernetes notamment, mais on peut le faire aussi avec Docker plus simplement. Un conteneur, c'est fait pour être relancé, c'est fait pour être supprimé facilement, recréé, etc., etc. Donc ça vit beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de volume. Alors, on a tendance souvent à faire un raccourci, et moi je le considère pas faux, mais en tout cas, pour apprendre de Kubernetes, il faut se dire, voilà, Kubernetes c'est quoi? C'est un orchestrateur de conteneurs, alors notamment Docker, comme Swarm en est un pour Docker. Ça permet en fait de bien scinder les choses. Ça va beaucoup plus loin à mon sens qu'un orchestrateur, ça va assez loin. Mais ça permet surtout, le fait de se dire ça permet de se simplifier les choses et toujours garder en tête que derrière on lance des conteneurs Docker, qui a des réseaux Docker, etc. Même si Kubernetes rajoute une très grosse couche dessus. Alors, les conteneurs Docker, mais pas que, parce qu'en fait on pourrait faire éventuellement d'autres types de conteneurs. Voilà. Alors, Kubernetes, pour quoi faire? Alors on vient de le dire, pour orchestrer. Donc le but c'est de lancer des conteneurs de manière orchestrée, donc avec des liens plus ou moins forts entre les conteneurs. Donc on verra, il y a des termes du coup qui entrent en jeu et des notions qui rentrent en jeu, c'est l'objectif de la deuxième vidéo. Pour créer de l'abstraction, avec la notion notamment de service. Alors ça on l'a vu un petit peu on va dire avec Docker Compose, qui est aussi un orchestrateur simplifié de Docker. Mais là, dans Kubernetes, la notion de service prend une autre ampleur. Donc voilà, il y a des choses importantes derrière, et le but, c'est de ne plus parler par IP, mais vraiment parler autrement, parler par service. On verra, il y a des choses nouvelles qui rentrent en compte. Ça va permettre Kubernetes de faire de la prod principalement et d'apporter de la haute disponibilité. Donc on va pouvoir partir d'un schéma impératif où on est globalement sur des infrastructures legacy, où on installe quelque chose et on dit voilà, j'ai ceci. Donc je sais pas, je dis je vais faire un apt-get install hproxy, j'installe hproxy et je sais que j'ai un hproxy qui tourne.
c'est impératif. Par contre, si le service plante, j'ai personne pour pouvoir avoir quelque chose d'automatique qui va relancer les choses, etc. La différence avec Kubernetes, c'est qu'on est sur du déclaratif et c'est Kubernetes derrière qui s'assure que l'état du service est toujours celui que l'on a décrit. Donc que ce soit avec un nombre de conteneurs suffisant, que ce soit qu'il soit toujours up, etc. Ça va nous permettre aussi de scaler, et c'est vraiment le plus fort dans ce domaine-là. Globalement, beaucoup de personnes vont vers Kubernetes aussi pour l'aspect scale. Ça va permettre de lancer multiples instances pour un même service, et derrière de supporter des charges plus importantes. Et ça, peu importe le provider, donc il y a beaucoup de fournisseurs, on va dire, de fournisseurs qui s'adaptent à Kubernetes de manière plus ou moins importante. Donc on a Google Cloud qui a l'offre spécifique GKE, il y a à peu près les mêmes choses chez AWS, Azure, il y a VMware aussi qui se lance aussi sur ce domaine-là pour proposer une solution spécifique. Mais on peut aussi faire, et ça on va le faire aussi dans nos vidéos, faire ce qu'on appelle du bare metal, c'est-à-dire tout simplement faire sur de la machine physique ou de la machine virtuelle. Le but étant d'avoir sa propre infrastructure Kubernetes chez soi ou dans son entreprise. Alors, nous, donc, on va voir Kubernetes de deux manières différentes, en mode cluster ou en mode minikube. Je vous le cache pas, moi le mode minikube, alors en fait, quel est son intérêt? C'est de faire plutôt de la démo test. Pourquoi? Parce qu'on a simplement un master qui sert aussi en même temps de slave, donc il fait tout lui-même. C'est un petit peu moins sympathique parce qu'en fait on touche moins à l'aspect infrastructure de Kubernetes, voir les dispatchs au niveau des conteneurs. Alors, on va voir le terme, c'est plutôt pod. Donc voilà, c'est un petit peu plus... je trouve ça léger, c'est bien pour apprendre, pour faire un petit peu de test, des petites choses. Derrière, quand on veut passer un petit peu au niveau au-dessus, il faut passer par le mode master-slave, master esclave ou master worker, on va dire, qui est beaucoup plus intéressant. Il y a pas mal de personnes aussi qui font ça sur du Raspberry, donc avoir un cluster Kubernetes sur Raspberry par exemple, c'est tout à fait possible. Alors les vidéos que j'ai déjà préparées, on peut rapidement regarder. Hop, donc là vous voyez, bon, vous vous intéressez pas aux dates, hein. Le but étant de voir un petit peu ce qu'on a préparé. Donc là aujourd'hui, donc c'était l'intro. On verra ensuite dans une prochaine vidéo les notions qui sont apportées par Kubernetes et qu'il faut bien avoir en tête quand on utilise Kubernetes. Ensuite, on va voir l'installation par Minikube. On verra ensuite une installation plutôt sur VM. Donc on fera ça sur du VirtualBox avec le but d'avoir un master et des workers, des slaves. Donc on aura un premier volet sur les prérequis pour faire une installation Kubernetes et une installation du cluster sur les machines en question. Ensuite on verra la mise en place du dashboard Kubernetes que globalement peu de personnes utilisent, même s'il est très très bien. Mais la ligne de commande permet de faire beaucoup de choses et il vaut mieux la privilégier. On verra quelques petites choses intéressantes dans les add-ons, notamment l'autocomplétion, les choses comme ça. On verra, donc là on va essayer de reboucler un petit peu par rapport à Docker, donc je vous invite à voir la playlist Docker si vous ne l'avez pas déjà vue, mais on va reboucler, essayer de faire quelques petits parallèles, en tout cas dans le mode d'évolution. Donc on lancera un shell interactif, on lancera un pod Nginx, on verra les modules kubectl en command line, on verra le scaling, on verra aussi le déploiement par les fichiers YAML, on verra ensuite la notion de réplica set, la notion de namespace et de contexte. Voilà, donc et ça c'est que le début, donc il y en aura encore pas mal d'autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.